en économie numérique et droit des affaires. Vous êtes le directeur de la cellule interne d'assurance qualité de l'Université du Sahel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos expériences et puis de l'Université du Sahel? Nous avons eu l'occasion, il y a 7 ou 8 ans, je profite également, avant de continuer, pour saluer mes co-débatteurs, des oncles, des grands frères que nous avons l'habitude de rencontrer dans des ateliers, M. Momandaou, qui peut-être, s'il se rappelle, on s'est rencontrés à plusieurs reprises dans les travaux du ministère de l'économie numérique et des télécoms, dans les travaux de la RTP. Je salue également notre co-débatteur, M. Massawali, dont le contenu des discussions tout à l'heure permet de présager en fait d'une bonne connaissance des questions qui tournent autour de l'écosystème et d'une bonne expérience dont le Sénégal pourrait bénéficier. Moi, en fait, j'ai eu depuis il y a 8 ans l'opportunité de mettre un pied dans le secteur du numérique en tant qu'enseignant au niveau de la faculté de droit, chargé de TD au niveau de la faculté de droit de Dakar, qui constitue ma faculté de formation, également chargé de cours au niveau des universités privées, notamment de l'Université du Sahel, qui est la seconde université privée du Sénégal depuis 27 ans. Donc on s'occupe de l'aspect qualité pour l'enseignement supérieur au niveau de cette institution. Mais dans le domaine du numérique, nous avons été le principal directeur juridique de l'opérateur de service universel. Le Sénégal a une politique de service universel qui consiste aujourd'hui, et je crois que c'est un appel du pied que je ferai à M. Momandaou, de lutter contre aujourd'hui ce qu'on appelle les zones blanches. Des consommateurs, des Sénégalais, comme tous, qui sont dans des zones, mais qui ne parviennent pas à s'intégrer dans ce qu'on appelle la société de l'information, parce qu'effectivement, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphonie, et tout ce dont on est en train de parler, même le mobile money, il n'y en a pas, sinon ils sont obligés de se déplacer sur des kilomètres pour pouvoir satisfaire des besoins qui sont considérés aujourd'hui dans les ODD comme parmi les besoins sociaux de base. Donc, en directeur et chef des relations publiques, nous avons eu l'occasion de participer à des assemblées mondiales des télécommunications. Je reviendrai spécifiquement sur un événement qui permettra d'alimenter un peu le débat sur la question du jour. Nous avons participé à des événements au niveau de l'UAT, l'Union africaine des télécommunications, participé aux travaux du Code des télécommunications, aux travaux même du Code des investissements qui a connu une peau neuve avec la réforme qui a été proposée, adoptée la dernière fois par l'Assemblée. Et il y a d'autres travaux pour lesquels nous avons participé, notamment les dispositions sœurs, comme je les appelle, de 2008, qui ont permis quand même d'étoffer le Sénégal d'un dispositif juridique assez consistant. C'est les lois sœurs de 2008 sur la cybercriminalité, la société de l'information, les transactions électroniques, et la loi sur les transactions électroniques et la loi sur les données à caractère personnel. Ce sont ces 4 lois sœurs, comme je les appelle, qui sont nées en 2008 et qui ont permis quand même au Sénégal de se hisser au rang quand même des pays qui aujourd'hui répondent à ce saut qualitatif que les technologies permettent aux États de faire, permettent à l'ensemble des populations des États, notamment d'Afrique subsaharienne, de faire. Donc c'est ça un peu l'expérience que nous avons eue dans le secteur des télécoms, participer à tous ces travaux, ces réformes de 2014 à 2023. Donc, et c'est à ce titre-là que nous sommes quand même amenés à nous prononcer sur certaines questions pour nous inscrire dans une dynamique de continuité par rapport à ce qui a été acquis. Il y a des acquis dans ce secteur, dans l'écosystème, et je crois qu'on ne doit pas marcher à contre-courant de ces acquis-là. Nous allons rester avec vous pour encore continuer sur le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, la taxation des services financiers numériques. Vous êtes juriste spécialiste de ces questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution de la réglementation dans le secteur depuis le départ? Effectivement. Tout à l'heure, M. Massawali était en train de l'expliquer, de parler de l'historique qui permet non seulement de ressasser les étapes dans les pratiques, mais de mettre en fait le curseur sur les textes.
Et comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal ne s'embarque pas seul dans une dynamique de réforme de texte. Le Sénégal est inscrit dans une communauté qui est l'UMOA, en nous, l'Union monétaire. Le Sénégal également est parti à des conventions internationales, l'Union internationale des télécoms. Parce qu'à chaque 4 ans, il y a une délégation forte qui quitte le pays, le Sénégal, sous l'égide du ministère des Télécoms pour partir à des réunions au niveau international. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes à 4 générations de textes dans le domaine des télécommunications. 4 générations. Avec, depuis la naissance, en fait, de l'ARTP, qui était ART, par la suite ARTP, et l'ARTP, en fait, qui est aujourd'hui le régulateur, mais qui a fait partie même de la Sonatel. À un moment donné, la régulation des télécommunications du Sénégal était faite au niveau de la Sonatel, avec la naissance de la Sonatel et le contrat plan qui a été signé entre la Sonatel dans les années 85-86, entre Sonatel et l'État du Sénégal. Et ce contrat plan qui a permis à la Sonatel, entre autres efforts fournis par les acteurs de la Sonatel, qu'il faut quand même parfois remercier, même si on ne sait pas trop, où les gens parfois ont des préjugés sur cette institution-là, sur ces structures-là, il faut dire qu'il y a des bras qui, à un moment donné, se sont donnés à corps et âme pour que la Sonatel soit ce qu'elle soit et pour que la Sonatel même reste pour une bonne partie sénégalaise. Donc, elle a été le régulateur du secteur. Par la suite, avec les premiers textes de 2001, il y a eu en fait des réformes qui sont intervenues, qui ont donné des compétences à l'autorité de régulation. Il y a eu également le code de 2011. Ce code-là a connu beaucoup de réformes, parce que c'est ce code qui a permis de faire entrer les MVNO, ce qu'on a appelé les nouveaux entrants. C'est ce code qui a fait entrer les opérateurs d'infrastructures. Tout ça, c'était pour permettre à ce secteur-là de se développer et de donner une satisfaction aux consommateurs. Les MVNO, par exemple, il y a 3 licences qui ont été données. Pourquoi j'en parle en partant du secteur des télécoms? Parce que, comme le disait tout à l'heure mon co-débatteur, le mobile money même est parti de ce secteur-là avec les services à valeur ajoutée. C'est aujourd'hui les opérateurs télécoms, à un moment donné, bénéficiant de l'outil de base que constitue l'infrastructure, que constitue en fait le parc d'abonnés, les opérateurs n'ont pas eu de grandes difficultés pour aller vers le basculement sur un autre segment, notamment le segment du mobile money autorisé par la banque centrale et organisé aujourd'hui dans la régulation des télécommunications. Donc, ces MVNO dont je parlais, qui ont été introduits avec des autorisations qui ont été données avec en 2014. Ces MVNO aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui fonctionne. Qu'est-ce que ça aurait pu permettre au secteur de connaître? Mais quand même, une diminution des tarifs côté appel, une diminution des tarifs côté connexion Internet, et même un infléchissement au niveau de ce segment-là qui est le mobile money. Mais à ce jour, il n'y a qu'un seul MVNO qui fonctionne. Personnellement, nous avons même participé au dénouement en 2020 du conflit qui a opposé le MVNO, l'ARTP et Tigo à l'époque. Puisque nous avons proposé nous-mêmes au ministre de l'économie à l'époque, M. Amadou Hott, de faire dialoguer le MVNO qui était prêt à partir avec Sonatel ou avec Expresso, puisque Tigo n'était pas prêt à mettre en place le dispositif de rapport économique et commercial qui était en réalité négocié au niveau de la RTP. Et c'est comme ça en fait que le démarrage des opérations au niveau de ce MVNO a commencé. Les opérateurs d'infrastructure, vous avez vu pendant très longtemps, il y a eu une vague vers le phénomène d'outsourcing, le phénomène d'externalisation. Beaucoup d'opérateurs l'ont fait. Je crois que les consommateurs, notamment M. Ndaw pourrait nous en dire davantage. Les opérateurs ont connu des vagues de licenciement. Parce que le cœur de métier de certains opérateurs a été transféré vers des partenaires qui géraient ces cœurs de métier et qui n'avaient plus besoin de recruter des salariés. Mais c'est à partir de l'Hexagone qu'une partie importante du cœur de métier de l'opérateur était gérée. Donc plus de Sénégalais qui étaient recrutés comme salariés. Tout ça, le secteur l'a connu. Les gens finalement
l'ont géré au niveau du ministère des Télécoms. Moi, ma position a été toujours, mais de demander, d'exiger des opérateurs, mais une autorisation d'aller vers l'externalisation. Parce que si on forme des étudiants africains et sénégalais, si on forme des ingénieurs, et que par la suite, nos opérateurs qui doivent participer socialement à la création d'emplois, n'en créent pas, mais plutôt font de l'externalisation parce que ça crée moins de charges, est-ce qu'il n'y avait pas lieu pour le ministère des Télécoms d'exiger une autorisation vers l'externalisation, même si on me dit que contractuellement, c'est quand même une possibilité libre. Au-delà de ça, donc, on a vu à un moment donné qu'il fallait véritablement adopter un nouveau code, parce que le secteur s'était amplifié, ne se limitait pas aux télécommunications, mais il y avait d'autres paramètres, notamment ce dont on est en train de parler, le mobile money, notamment les aspects de cybersécurité, sur lesquels on pourrait également revenir, les aspects de protection des données personnelles. Tout ça ne constituait plus en réalité les télécommunications, mais s'inscrivait dans une dynamique beaucoup plus ample que l'écosystème du numérique. Et c'est dans ce cadre-là que le Code des communications électroniques, pendant plus d'un an, nous avons participé avec le directeur des télécoms à l'élaboration de ce code et aux changements qu'on a appréciés comme des changements décisifs qu'on a insérés dans ce code-là. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Est-ce que notre arsenal juridique est mis à même de porter les ambitions du Sénégal vers le développement économique que l'on espère du numérique, que l'on espère de cette technologie innovante qui a pris sa vitesse de croisière dans les années 2015, ou est-ce qu'il faut encore améliorer? Et si on veut améliorer, dans quel sens devrons-nous aller pour réussir ces améliorations au bénéfice, en fait, comme j'ai l'habitude de dire, de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire en Wolof, ce qui arrange. L'argent, M. Massawali a parlé de 177 milliards. 177 000 milliards. 1000 milliards, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Maintenant, l'État du Sénégal veut taxer ces services financiers numériques. Je m'adresse là à M. Diouf. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de ces nouvelles taxes et la justification? Oui, ces taxes ont été annoncées par l'État du Sénégal. Les textes ont été reçus dans l'écosystème de manière un peu tardive. Je crois que c'était la veille de l'ouverture des sessions. L'écosystème, vous voulez dire au niveau des opérateurs? Des opérateurs, des consommateurs et de tout le monde. Parce que quand on parle de l'écosystème du numérique, ce n'est pas comme disait tout à l'heure Michel Ndao. Il a bien signifié, ce n'est pas les fintechs seulement qui sont concernés. C'est tout le monde. Aujourd'hui, l'agriculteur est concerné par ce dont on est en train de parler. L'éleveur est concerné. Le vendeur du coin est concerné. Tous les le mendiant et les... C'est un consommateur par excellence. Ils sont tous concernés. Donc aujourd'hui, on a reçu des textes la veille de l'ouverture des sessions qu'on a bien accueillis. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, la législation fiscale fait partie des plus vieilles législations au monde. Et les États se sont toujours arc-boutés, se sont toujours servis de cet instrument juridique pour quand même essayer de gérer un certain équilibre au niveau de l'ambiance sociale, d'utiliser des fonds pour des buts d'intérêt général, pour essayer de ravitailler l'économie, de doper les activités. Et maintenant, de satisfaire à des besoins liés aux politiques publiques. Mais ces textes-là, aujourd'hui, je dis, en principe, on les accueille bien parce que sur le code des investissements, je dirais qu'il n'y a rien à dire parce que nous, personnellement, du secteur des télécoms, on a été servis puisqu'il y a eu un élargissement du champ d'application. Moi, personnellement, au nom de Optique, sur demande de ma direction générale, j'ai participé aux travaux et j'avais proposé dans le code en 2022-2021 que l'on intègre le secteur du numérique. Parce que le secteur du numérique ne faisait pas partie des secteurs éligibles au code des investissements. Et je leur ai dit que, certes, on conçoit que c'est un secteur à forte potentialité capitalistique, mais c'est un secteur qui a ses points morts. Et ces points morts, c'est l'existence aujourd'hui de ce que j'appelais tout à l'heure les zones blanches. Donc, il y a des politiques de service universel
à chaque fois, s'il y a une politique de service universel, d'inclusion, qui ne peut pas obvier le numérique, il faudra que l'on agrée ce programme-là. Donc, ils l'ont accepté, d'intégrer le numérique pour uniquement les programmes qui ont un objectif service universel et inclusion. Maintenant, on va y revenir en faisant le dialogue avec cette acceptation dans le Code des investissements et cette nouvelle taxe qui risque quand même de faire reculer les pratiques. Et la taxe de 0,5%, de 1% sur les transferts qui concerne directement les... un peu la taxe 0,5%. La taxe de 0,5%, c'est une taxe indirecte qui concerne le consommateur. Par exemple, moi, vous, si aujourd'hui nous voulons transférer de l'argent, 1000 francs, il faudra que sur ces 1000 francs-là, qu'on accepte de concéder à l'État du Sénégal 0,5%. Si aujourd'hui vous voulez acheter dans les commerces de grande surface, au niveau d'un taxi, au niveau de n'importe quelle structure, avec un code marchand, il faudra concéder également 1%. Sur les transferts, donc, il n'y a que les retraits et les dépôts. Et même cela, le code l'a encadré, le texte l'a encadré, parce que si ça dépasse un certain seuil et une répétition durant une journée, cela dépassant 100 000 francs, il faudra que s'attendre à ce qu'il y ait une taxe. Donc ça, c'est l'impôt indirect qui a cet impact-là. Maintenant, qu'est-ce que cela peut avoir? Au-delà de l'analyse, avant d'aller vers l'analyse de ces textes, il y a également une loi sur la retail. La retail, beaucoup au début, parce qu'on n'avait pas vu les textes. Moi, je croyais qu'il s'agissait des 5% de retail, de taxes pour tous les opérateurs ayant des réseaux ouverts au public. Mais on s'est rendu compte qu'il s'agissait plutôt des équipements qui sont taxés à l'entrée du Sénégal. Sur cette loi également, il y a des appréciations à faire. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le téléphone, ainsi que tous les terminaux qui entrent dans notre pays, au niveau des ports et des aéroports, on va les taxer. L'analyse tout de suite, c'est de dire, mais si ce téléphone-là coûtait 100 000 francs ou 200 000 francs, avec la taxe, est-ce qu'elle ne va pas coûter plus? Le terminal qui coûtait 50 000 francs, est-ce que ça ne va pas coûter? Ça ne va pas coûter plus. Moi, en tout cas, je vais revenir sur l'appréciation en mettant le curseur sur la relation tarif orienté coût, parce que sur ça aussi, il faut que les gens n'aillent pas vers des analyses précipitées. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation, il y a une taxe sur un produit que automatiquement le prix doit être augmenté. Parce qu'on ne sait pas. Et nos États ne cherchent pas à savoir la relation coût-tarif. Alors qu'on est dans un secteur où la régulation exige que pour chaque service, chaque produit, le tarif doit être orienté coût. Quelle est la marge qui a été toujours réalisée sur certains produits? Est-ce que nos États le savent? Est-ce qu'il n'y a pas des téléphones qui coûtent 100 francs ailleurs et qui nous sont vendus à 100 000 francs? Est-ce qu'il n'y a pas de téléphones qui sont vendus à 550 000 francs et qui nous sont vendus ici à plus, avec des marges de 500%? Je crois que les pouvoirs publics doivent aller vers, aujourd'hui, des politiques qui permettront d'afficher des prix publics. Comment le faire? Aller vers les équipementiers. Les équipementiers qui sont au niveau international. Le président de la République, je crois, est parti au Silicon Valley. Il a rencontré certains équipementiers. Mais qu'est-ce que cela doit donner? Cela doit déboucher sur un transfert de technologie. Cela doit donner sur des conventions permettant d'encadrer l'installation de ces équipementiers sur nos territoires. Et cela doit déboucher également sur la régulation par l'État du Sénégal, même si on est dans un domaine libre commercial, de tous les prix public concernant certains utilitaires. Je crois qu'à ce niveau, si l'État du Sénégal le fait, on peut quand même maîtriser cette taxe-là. Maintenant, moi, l'appréciation que je voudrais encore faire, c'est qu'il y a eu, il y a quelques mois, une autre proposition de loi qui a été faite dans le domaine de la propriété intellectuelle par le ministère de la Culture, qui a introduit une proposition de loi pour faire taxer tous les terminaux qui étaient propres à favoriser la copie privée. Ça, le ministère de la Culture l'a fait. Moi, j'enseigne le droit de la propriété intellectuelle et je n'ai jamais été d'accord avec la copie privée.
Car on autorise la copie privée pour dire que ce n'est pas une fraude, ce n'est pas de la piraterie. Avec l'évolution de la technologie, on se rend compte que oui, ce qu'on voulait appeler copie privée n'est plus une copie privée. Quand j'ai par exemple sur mon téléphone un son, un film, que je peux transférer tout de suite à M. Massawali, qui peut transférer ça à M. Ndaou, qui peut vous le transférer. Finalement, la copie privée, est-ce qu'elle n'est pas plus dangereuse que ce qu'on a connu autant, avec les cassettes VHF, avec également tout ce qu'on a truc. Donc le ministère de la Culture avait introduit une proposition de loi pour qu'on les taxe, ces terminaux qui favorisent ça, et que ces taxes-là puissent servir aux artistes. Maintenant, est-ce qu'on a vérifié cette proposition de loi qui a été introduite avant et cette loi-là sur la RUTEL et qui porte sur les équipements? Ça, est-ce qu'on l'a vérifié? Moi, je crois que même si je voulais faire du marketing législatif, j'aurais laissé la loi sur la copie privée passer et neutraliser également cette loi sur la RUTEL pour ne pas faire un peu désordre entre les deux dispositifs. Maintenant, sur les autres dispositifs qui ont été adoptés par l'État du Sénégal, on reviendra sur l'analyse de l'impact sur les consommateurs. Voilà, mais moi, ce que je dirais juste pour terminer, c'est qu'il faudra que l'on fasse un meilleur choix de la typologie des normes fiscales quand il y a des consommateurs qui font face à des géants qui gagnent énormément de milliards depuis plusieurs années au niveau du Sénégal. D'autant plus qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, des normes communautaires qui vont vers un sens. Il y a des normes internationales qui vont vers un sens. D'autant plus également qu'il y a des directives qui sont données par des institutions. Et je crois que l'État du Sénégal ne peut pas... Et ça ne répercute pas aux consommateurs, ça veut dire qu'ils gagnent trop. Effectivement, je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait, comme je disais tout à l'heure, que l'État du Sénégal essaye de comprendre et de mieux comprendre le modèle qu'il y a derrière le mobile money. Vous savez, pour le dire, hein, même si c'est à notre corps défendant, on est tous Sénégalais africains, les opérateurs qui se sont installés et qui ont été titulaires d'agréments, qui ont été titulaires de licences, sont à des longueurs d'avance sur nos États. Malheureusement, c'est le cas. Les gens ont beau crier, on a servi tous les mots, les défenseurs des consommateurs, on a servi tous les mots, certains experts, mais c'est la réalité. Ces opérateurs ont dévancé nos États parce qu'à un moment donné, ce dialogue-là que vous êtes en train de réussir depuis plusieurs semaines, vous les journalistes, en invitant des techniciens de droit de la consommation, des techniciens des fintech, ce débat-là ne s'est jamais posé dans ce pays. Aujourd'hui, le vrai modèle, il est derrière ce que l'État du Sénégal appelle la niche. Elle n'est plus dans les taxes de 0,5%, de 1%. Ça, c'est dépassé. Les opérateurs sont sur autre chose. Les opérateurs sont sur, en fait, comme disait Michel Ndaou, sur des marchés de financement. Tous les opérateurs ont des coffres. Et ces coffres-là sont dans des banques. Et ces montants sont rémunérés avec des investissements. Moi, tout le monde sait, il y a un opérateur qui fait de l'appel public à l'épargne. À hauteur de combien de pourcents? 3%, 3,5%. Ce même opérateur est coté en bourse. À hauteur de combien de pourcents? 6%. Vous voyez, en fait, la manne financière, elle n'est plus là où l'État est en train de regarder. Et l'État doit quand même... L'autre opérateur avait levé 200 millions de dollars pour financer certaines de ses activités. Certaines activités. Et tout ça, je crois que c'est le marché africain. Et la raison pour laquelle moi, je souris un peu quand j'entends certains Africains dire non, l'investisseur, il ne faut pas trop le titiller parce que sinon ça va le faire partir. Non, l'Afrique est un marché. Le Sénégal est un marché en plus d'être un pays stable. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'on observe le vrai modèle. Que l'on sache là où se trouvent en fait les vraies niches économiques. Et ces vraies niches ne sont plus aujourd'hui dans le fait de taxer les consommateurs. Parce que ça va avoir une répercussion dans les pratiques. Si aujourd'hui, moi j'ai envie d'envoyer 1 million quelque part et je n'ai pas de frais, mais c'est sûr que c'est mon million que j'ai envie d'envoyer pour par exemple une construction, pour quelque chose. Mais je préfère appeler un parent, un ami qui est à côté. Je lui dis, mais boy, donne 1 million à telle personne. Demain, je viendrai, je vais te donner le million que j'ai dans ma poche. Si la pratique des mandats, la pratique des comment on appelle ça, les horaires. Tu appelles en fait quelqu'un qui doit partir sur Louga, qui doit partir sur Thiès,
et tu lui donnes l'argent pour qu'il donne cela à un parent qui est établi hors de Dakar. Mais ce sont ces pratiques-là qui risquent de revenir. Parce que l'État doit dépasser cette étape des taxations. D'autant plus que, je le disais tout à l'heure, M. Ndao a parlé de l'instruction 008. Mais il y avait une première instruction 001. Depuis 2015, le mobile money est réglementé. Et d'ici le 30 septembre, mardi prochain ou le mardi qui suit, la Banque centrale va dérouler un système de paiement instantané, SPI, qui instaure quoi? Une interopérabilité pour toutes les plateformes, des banques, des opérateurs services à valeur ajoutée, des émetteurs. Il y aura une interopérabilité. La Banque centrale veut quoi, in fine? Que l'on aille vers du paiement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vers une taxation zéro. Maintenant, on ne peut pas. On va aborder cette question certainement. Oui, c'est juste pour dire, c'est juste sur l'angle technicité juridique, parfois, quand on est dans un ensemble communautaire, comment est-ce qu'on doit faire pour adapter les pratiques et les positions juridiques aux pratiques qui viennent de la communauté. Et la pratique qui vient non seulement de la Banque centrale, mais je disais tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de l'AMNT de 2016. Moi, en y participant avec une délégation du Sénégal, le Sénégal a porté au nom de l'Afrique, parce qu'on se constituait en groupe. Il y avait le groupe Afrique, le groupe Amérique, le groupe Europe et le groupe arabe. Mais le groupe Afrique avait fait porter par l'État du Sénégal une résolution, la résolution 89, qui portait sur l'inclusion financière et qui misait sur le mobile money pour réussir là où les banques n'avaient pas réussi. Et je crois que cette résolution de 2016 a eu raison, parce que, in fine, on a les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure sur l'inclusion. Maintenant, si on veut revenir sur des pratiques abandonnées, sur des acquis reçus depuis plus de 10 ans, je crois qu'à ce niveau-là, comme je le disais tout à l'heure, regardons vers les vraies niches. Et aujourd'hui, essayons d'établir des partenariats avec ces opérateurs qui gagnent de l'argent énormément chez nous, pour que ces opérateurs aident à financer notre économie parce qu'ils gagnent beaucoup chez nous. Merci, M. Diop.